Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de votre invitation pour ces assises. Vous savez que le COMED est un interlocuteur précieux pour le défenseur des droits, aussi bien d'ailleurs par sa présence au comité d'entente santé qu'à travers les nombreuses réclamations qu'il nous transmet. Et d'ailleurs, au-delà de ses contributions à notre activité, je sais le rôle incontournable que vous jouez dans la défense des étrangers malades à plusieurs niveaux. D'abord pour l'appui juridique et social expert que vous apportez aux exilés et que vous accompagnez, puis aussi en tant que centre de santé. Et Arnaud, tu l'as dit, c'est pas nouveau que je m'intéresse à ces questions-là. Je peux pas ne pas faire référence à ce que je faisais avant en tant que journaliste santé, où du coup, un bon nombre de personnes qui sont intervenues ont été dans mes émissions. Bon, évidemment, Arnaud, j'entendais Thierry Bobet, Marie-Rose Moreau. Voilà, je me sens en terrain où nous partageons pas mal de constats. Le respect des droits des personnes malades étrangères est vraiment une préoccupation du défenseur des droits depuis de nombreuses années. Mon prédécesseur a fait un grand travail sur cette question. Le degré de protection des droits apportés à une minorité ou une partie fragilisée de la population relève en effet en creux l'effectivité des droits de tous. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Du fait de leur double vulnérabilité, d'abord en tant qu'étrangers, mais aussi en tant que malades, les étrangers malades constituent précisément une de ces franges fragilisées de la population et qui ont du mal à accéder à leurs droits. Or, le défenseur des droits a mis en évidence le défaut d'effectivité des droits de ces personnes. Alors, après avoir, si vous le voulez bien, brièvement exposé les travaux réalisés par le défenseur des droits sur cette question, je vais organiser mon propos en reprenant les principaux points d'attention soulevés dans les différentes tables rondes. J'évoquerai d'abord le transfert des compétences de l'ARS vers l'OFI et vous dire un peu tout ce qu'a dit le défenseur des droits sur ces questions-là. Je soulignerai ensuite les effets de la suspicion sur la santé, sur l'état de santé des exilés souffrant de psychotrauma et pas que. Et je terminerai en évoquant la prise en charge particulièrement défaillante des pathologies psychiatriques et d'ailleurs pas que en ce qui concerne le droit des étrangers. Alors, avant d'aborder ces trois points, si vous voulez bien, je voudrais commencer par rappeler le travail qui est mené par le défenseur des droits sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Dans deux rapports publiés à 3 années d'intervalle, le défenseur des droits a mis en évidence les insuffisances dans l'effectivité des droits reconnus aux personnes étrangères malades. Tout d'abord, dans un rapport de mai 2016 consacré aux droits fondamentaux des étrangers en France, le défenseur des droits soulignait la situation très préoccupante des personnes malades étrangères. Et puis en 2019, il a consacré spécifiquement aux droits des personnes malades étrangères un nouveau rapport pour rendre compte de la forte augmentation des réclamations que nous avions reçues à ce sujet. Et ce rapport intitulé Personnes malades étrangères, des droits fragilisés, des protections à renforcer recense les obstacles rencontrés par les personnes malades étrangères pour accéder à leurs droits et rend compte aussi de l'action menée par le défenseur des droits dans ce domaine. Pour chacun de ces obstacles, le rapport présente d'abord l'état des lieux du droit applicable, ensuite les lacunes de certaines dispositions normatives et ensuite les pratiques administratives illégales fréquemment constatées. À l'issue d'une procédure loyale et contradictoire, donc après avoir interrogé ministres, préfets, organismes sociaux sur les défaillances constatées, de nombreuses recommandations étaient formulées destinées aux autorités compétentes. Elles visaient à ce que les textes et les pratiques litigieuses soient modifiés. Par ailleurs, ce rapport analyse les conséquences du transfert de compétences opéré des ARS pour l'évaluation de l'état de santé des étrangers malades. Ça va être justement l'objet de mon premier point, et je sais que vous l'avez déjà largement évoqué, mais je souhaite y revenir. Comme il l'a précisé dans plusieurs avis sur la loi du 7 mars 2016 qui a conduit au transfert de compétences d'évaluer l'état de santé des étrangers malades des ARS vers l'OFI, le défenseur des droits n'a jamais été favorable à ce transfert de compétences. Dans un avis, tout d'abord, de juin 2015, le défenseur des droits a pointé les risques qu'un tel transfert comportait. D'une part, le risque d'un recul de l'objectif de protection et de prévention en matière de santé individuelle et de santé publique au profit d'un objectif de gestion des flux migratoires et de contrôle des étrangers. Et d'autre part, le risque d'un désengagement accru du ministère de la Santé vis-à-vis des personnes étrangères, des personnes malades étrangères, l'OFI étant placé sous la tutelle exclusive du ministère de l'Intérieur. Et ce changement de tutelle acte une inversion dans la considération des personnes malades étrangères, perçues davantage comme étrangères que comme malades. Et puis ensuite, dans un nouvel avis publié en janvier 2016, le défenseur des droits formulait à nouveau des réserves sur les dispositions prévues pour transférer à l'OFI les compétences de l'ARS. Et il notait d'abord que, pour répondre à ces préoccupations, le gouvernement avait fait préciser dans le projet de loi que les médecins de l'OFI accompliraient leur mission, je cite, dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la Santé.
Mais la réalisation concrète de cet objectif soulevait des doutes, dès lors que le désengagement du ministère de la Santé concernant l'évaluation de l'état de santé des étrangers malades était perceptible alors même qu'elle était sous son égide, sa capacité à faire respecter ses orientations quand elles seraient sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur paraissait compromise. Et par conséquent, le défenseur des droits recommandait que les médecins des ARS restent les personnes compétentes pour évaluer l'état de santé des personnes en vue de l'obtention d'un droit au séjour pour raison médicale, et d'autre part soutenait le principe porté par le projet de loi d'une évaluation faite de manière collégiale. Durant les 2 années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la réforme, le défenseur des droits a pu constater que ces craintes n'étaient pas infondées. Il a d'ailleurs rendu public ces constats dans le rapport de 2019. Et j'en mentionnerai 2. Le premier constat concerne, et vous l'avez, je sais, évoqué dans les tables rondes, la baisse drastique des avis médicaux favorables au maintien sur le territoire. Pour la première année de bascule en 2017, la part des avis favorables rendus par l'OFII était d'un peu plus de 50% des dossiers examinés. Elle s'élevait à 75% auparavant. Donc ça veut dire que plus d'un tiers des étrangers malades sollicitant le renouvellement de leur droit au séjour, la réforme a eu un effet couperet. Pour l'OFII, cette baisse assumée s'explique par une meilleure objectivisation des avis du fait. D'une part, de la mise en place du principe de collégialité et d'autre part, de la mise à disposition des médecins d'un référentiel unique, une base de données dite BISPO, Bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine, et elle permettait en particulier une meilleure appréhension de la disponibilité des traitements dans les pays d'origine. Cet objectif d'harmonisation des pratiques que vise la BISPO ne peut qu'être salué. Néanmoins, dans les réclamations qui me parviennent, je constate qu'il subsiste une part d'aléas dans les avis médicaux rendus par le Collège des médecins de l'OFII. J'ai par exemple eu à connaître de situations par lesquelles les médecins de l'OFII ont émis des avis divergents à seulement quelques mois d'intervalle. Et pour remédier à ces divergences dans les pratiques, le défenseur des droits recommandait dans son rapport de 2019 que la BISPO soit rendue publique. Et je continue aujourd'hui à porter cette recommandation. Je regrette que le refus persistant de l'OFII de rendre pleinement public dans sa forme actuelle accessible aux médecins à la BISPO. Le deuxième constat que je tiens à mentionner est celui d'un désengagement du ministère de la Santé. 3 ans après la bascule de compétences des ARS vers l'OFII, il s'avère que la crainte exprimée par le défenseur des droits en 2016 était fondée. Cette bascule a effectivement signé le désengagement définitif du ministère de la Santé sur la question d'évaluation de la santé des étrangers malades. Associer le ministère de la Santé à l'alimentation de la BISPO, comme le recommandait le défenseur des droits dans son rapport de 2019, pourrait en partie remédier à ce désengagement. Mais au-delà de cette participation du ministère de la Santé, il est essentiel que les orientations qu'il formule soient suivies par les médecins de l'OFII, comme la loi le prévoit. Le défenseur des droits n'est pas compétent pour débattre d'ailleurs de la pertinence médicale des avis rendus par l'OFII, mais il peut observer si ces avis sont conformes aux orientations fixées par le ministère de la Santé. S'agissant de certaines pathologies, ces orientations sont très précises. Pour le VIH, par exemple, le ministère de la Santé révèle que dans l'ensemble des pays en développement, il n'est pas encore possible de considérer que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès le diagnostic. Pourtant, je suis très régulièrement saisie de cas de personnes porteuses du VIH pour lesquelles l'OFII a considéré qu'elles ne relevaient pas de la protection contre l'éloignement, alors même qu'elles sont originaires de pays parmi les pays les plus pauvres du monde. Et vous imaginez que dans mes fonctions anciennes en tant que journaliste santé, en ayant beaucoup parcouru l'Afrique, je suis effectivement aussi assez dubitative sur l'accès au traitement dans l'ensemble de ces pays-là. Alors, je réitère les recommandations formulées dans le rapport de 2019. D'abord, rappeler aux médecins de l'OFII le sens et la valeur réglementaire des orientations formulées par le ministère de la Santé s'agissant de certaines pathologies spécifiques et notamment du VIH, on pourrait le dire aussi d'ailleurs pour les hépatites, mais aussi permettre aux étrangers malades faisant l'objet d'un avis médical apparemment contraire aux orientations fixées par le ministère de la Santé d'accéder au motif de cet avis, prévoir une voie de recours dédiée contre les avis médicaux défavorables rendus par l'OFII. Le deuxième point que je voudrais maintenant évoquer avec vous, ce sont les effets de la suspicion sur l'état de santé des exilés souffrant de psychotrauma. Dans ses rapports de 2016 et de 2019, le défenseur des droits a insisté sur la part jouée par la suspicion dont font l'objet les étrangers malades dans le recul de leurs droits.
Cette suspicion persistante aboutit à faire primer la gestion des flux migratoires sur les protections auxquelles ont droit tous les malades, y compris lorsqu'ils sont étrangers. Cette suspicion donne lieu à des réformes comme celle de 2016 mentionnée plus tôt, et cette suspicion rend toujours plus difficile l'exercice des droits des personnes malades étrangères. Or, les chiffres et les statistiques officielles démentent en tout point les idées reçues qui alimentent cette suspicion, que la France serait trop généreuse, que son système de santé générerait un appel d'air. Pour l'illustrer, je voudrais rappeler quelques faits sur la réalité de l'admission au séjour pour raisons de santé en France. D'abord, elle demeure très résiduelle au regard de l'ensemble des titres de séjour qui sont délivrés chaque année. Sur les 225 000 titres de séjour délivrés à l'issue d'une première demande en 2018, seuls 4 310 l'étaient pour raison médicale, soit moins de 2%. Et ce ratio est resté sensiblement le même en 2019 et 2020, les chiffres de l'admission au séjour pour soins ayant en réalité peu évolué depuis 2007. Ensuite, les fraudes sont rares, il faut le répéter. Les chiffres communiqués par l'OFII dans ses rapports annuels au Parlement sont très faibles. 165 fraudes aux analyses biologiques détectées par le service médical de l'OFII en 2017, 54 en 2018, soit moins de 1% des dossiers présentés. Au vu des effets dévastateurs que génère cette suspicion sur l'effectivité des droits, j'ai à cœur de poursuivre dans la lignée de mon prédécesseur la déconstruction des idées préconçues qui la nourrissent. Et cette idée de fraude, elle est aussi valable pour les personnes en situation de précarité en France et c'est totalement délétère pour l'accès aux droits. C'est quelque chose sur lequel je veux m'attaquer pendant tout mon mandat. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est la prise en charge particulièrement défaillante des pathologies psychiatriques. Et les constats formés sur ce point dans la journée résonnent d'ailleurs avec plusieurs préoccupations qu'on a actuellement dans l'institution, de façon plus générale d'ailleurs pour l'accès aux soins psychiatriques. J'en mentionnerai deux. D'abord, en premier lieu, la prise en charge des pathologies psychiatriques en centre de rétention administrative. Les pathologies psychiques et psychiatriques sont surreprésentées au sein des CRA, où les décompensations sont favorisées par la peur d'un renvoi imminent dans le pays d'origine et par l'angoisse créée par l'enfermement. La prise en charge sanitaire des étrangers placés en centre de rétention présente globalement des carences pour diverses raisons: manque de médecins, défaut d'interprétariat, difficulté d'accès aux unités médicales. S'agissant de la prise en charge des pathologies psychiatriques, les défaillances sont alarmantes. Dans tous les cas, la prise en charge médicale des pathologies psychiques est insuffisante quand elle n'est pas inexistante. Plusieurs facteurs y contribuent. Les moyens qui y sont dédiés sont particulièrement dérisoires au regard de l'ampleur des besoins. Actuellement, seul le CRA du Mesnil-Amnaud bénéficie d'une permanence psychiatrique et encore non quotidienne. Et d'autre part, les personnels intervenant dans les centres de rétention n'étant pas formés au repérage et à la prise en charge de ces pathologies, les personnes qui en souffrent font l'objet d'une gestion sécuritaire. Le recours à l'isolement en est une illustration. Il en résulte un mal-être grandissant dont témoignent les cas de suicide qui nous sont régulièrement rapportés. Aujourd'hui, le contexte sanitaire rend plus saillantes les défaillances qui préexistaient au sein des CRA et confirme l'urgence d'agir. Dès le premier confinement, le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs réclamations relatives à la dégradation des conditions sanitaires et sécuritaires au sein des CRA. Il a donc demandé, dès la fin du mois de mars 2020, alors que les frontières étaient fermées et que les placements en CRA se prolongeaient, la fermeture des CRA ou tout au moins l'arrêt immédiat des placements dans quelques CRA que ce soit, et le renforcement des mesures de protection des personnels comme des personnes retenues. Et alors que la crise sanitaire se prolonge, que de nouvelles mesures de confinement sont mises en place, nous sommes régulièrement saisis de nouveaux cas de contamination au Covid-19 au sein des CRA. Et ces contaminations témoignent de l'insuffisance des mesures prises pour protéger la santé des étrangers retenus et des personnels aussi intervenant en CRA. Pour y remédier, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rappeler au ministre de l'Intérieur les recommandations portées par l'institution. Pour terminer, je voudrais relever une deuxième préoccupation en lien avec la prise en charge des pathologies psychiatriques qui a été soulevée aujourd'hui. Il s'agit des conséquences particulièrement dramatiques qu'emporte sur les enfants souffrant de troubles psychiatriques le primat accordé à la lutte contre l'immigration irrégulière sur la protection des droits des malades. Le Défenseur des droits est spécifiquement investi de la mission de défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur des droits et les droits de l'enfant. À ce titre, nous sommes régulièrement saisis de cas où le refus de séjour opposé à leurs parents empêche la prise en charge dont bénéficient des enfants malades. Souvent parce que le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'enfant pourrait être pris en charge dans son pays d'origine.
Dans de nombreuses situations, les enfants concernés sont atteints de troubles psychiatriques ou de handicaps lourds et bénéficient d'un suivi au sein de structures de type IME. Pour eux, la continuité de la prise en charge des soins compte autant que la seule possibilité d'accès aux soins, et l'interruption du suivi en raison du renvoi vers leur pays d'origine a des conséquences dramatiques. Nous intervenons donc régulièrement au soutien de ces situations, d'abord pour solliciter sur le fondement de l'intérêt supérieur de l'enfant le réexamen de la situation administrative des parents, et puis aussi pour présenter des observations devant les tribunaux lorsque des contentieux sont élevés contre les refus de séjour. Cette question d'ailleurs sera abordée, je voulais vous le signaler, dans notre prochain rapport annuel sur le droit des enfants, qui sera consacré à la santé mentale des enfants et des adolescents, et dans lequel nous aborderons aussi cette question. Je vous remercie beaucoup.